Salut à tous et bienvenue sur le plateau du Grand Débat du Web numéro 41. On fait comme on a déjà fait, on passe en Facebook Live pendant tout le tournage de cette émission qui sera diffusée un peu officiellement le lendemain, mais enfin vous allez la voir pour ceux qui sont en Facebook Live et vous allez pouvoir d'ailleurs intervenir en condition de direct. 2 sujets comme chaque semaine dans cette émission de 26 minutes avec 4 invités. On parlera de AT&T qui rachète, ça devrait se faire normalement, Time Warner aux États-Unis. Vous allez me dire en quoi ça nous concerne. Ça nous concerne, figurez-vous, parce qu'il se joue quelque chose d'assez intéressant. Il se joue même beaucoup de choses d'assez intéressantes dans cette histoire. Et c'est le retour en force des telcos. On aurait pu dire aussi le retour en force des tuyaux. Et puis on parlera de Periscope Producer. La guerre est ouverte pour faire du live aujourd'hui. Nous, on le fait sur Facebook Live. On a d'une certaine façon choisi notre camp, mais on parlera également de Periscope Producer qui permet de connecter absolument tout ce qui peut filmer, du camion régie à un satellite demain, pourquoi pas, pour le diffuser sur Periscope et donc sur Twitter. Ce sera en deuxième partie. Les invités de cette émission, on commence par Laure de Boerio. Salut Laure. Salut Bertrand. Ça va bien? Super. Paris-Helpline, on va en dire un petit mot. D'abord, c'est un carton en ce moment. Hein, on n'entend parler que de ça. Ça y est, enfin, vous êtes sorti du bois de façon absolument colossale au niveau français, au niveau international. On se dit, il y a une solution pour les touristes qui viennent à Paris. Et ça y est, c'est là. C'est là, et puis c'est surtout très bien reçu par les étrangers, donc à l'international. Paris Helpline, on a créé en fait un service qui met des city helpers à la disposition des touristes étrangers. Un city helper, c'est quoi? C'est un nouveau concept, c'est un assistant de la ville qui est à disposition en temps réel pour optimiser, fluidifier, rassurer, accompagner, répondre, informer, conseiller, etc. Un téléphone en fait que vous fournissez aux gens directement. Via un téléphone qu'on fournit aux gens. Et puis aujourd'hui, on a sorti il y a 3 semaines l'application sur les stores. Donc pour tous ceux qui veulent la télécharger directement, c'est possible. Bon, quand je dis vous, c'est de façon globale. De toute façon, on a pris l'habitude de se tutoyer dans cette émission. On va continuer. Salut Fabrice. Bonjour Bertrand. Alors Fabrice a sorti la cravate. Autant dire qu'on vit une période assez intense en ce moment. Costume, cravate, je ne sais pas ce qui se passe. Hein, Fabrice, qui nous fait l'honneur d'être sur ce plateau parce que en fait, tu vis sur des plateaux de télé en ce moment. En ce moment, oui. Hein, en ce moment, la cybersécurité fait l'ouverture des journaux. Des attaques en masse avec les objets connectés, dont on a déjà parlé dans cette émission. Tu nous as expliqué dans une émission précédente tout ce qu'il fallait savoir, en fait, bien avant que ça n'arrive aux États-Unis de façon générale. 10 jours avant, quand même. C'est pas si bien avant. Assez avant, en tout cas, et on a compris en temps réel ce qui était en train de se passer. En fait, les objets connectés, c'est de la passoire totale, et il y a un vrai problème de sécurité aujourd'hui. Énorme. Voilà. Et ça n'est que le tout début. C'est Yogosha, l'entreprise que tu as mise en place, qui permet de faire du bug bounty, en fait, tous les développeurs, les hackers qui peuvent venir au service des entreprises et être payés au résultat, à la performance, d'une certaine façon. Absolument. Quand ils trouvent des bugs dans les entreprises. En face, on a Emmanuel Parodi. Salut Emmanuel. Salut. De retour, Mastermind en fait, j'ai l'habitude de t'appeler comme ça. Il dirige donc Mind, qui est cette newsletter hebdomadaire pour tous les gens du web, en fait, avec toutes les infos du web. Mindnews.fr, site d'information sur tout ce qui est l'économie, des médias, donc les modèles économiques, etc., et de la publicité. Et on lance bientôt FinTech, l'équivalent sur le domaine des FinTech. Ah ouais. C'est-à-dire les finances, sympa, les banques, les assurances. C'est bien, puis il y a un marché. Il y a un marché. C'est moins qu'on puisse dire, c'est pas totalement innocent. Damien Douany, salut Damien. Bonjour Bertrand. Droit comme la justice, on sent l'homme assis. Voilà, c'est ça, oui, ça, il vaut mieux, oui, effectivement. Fada Social Agency. Oui, toujours. Toujours. Et puis Wiscope, on va en parler aussi, parce que tu es à l'origine de Wiscope TV, qui est la première chaîne française créée sur Periscope, dont on en parlera en deuxième partie. On dira un petit mot tout à l'heure, mais en tout cas, ça marche bien, Wiscope. Oui, ça marche bien. Un buzz autour de ça. On aime tellement Periscope qu'on va venir sur Facebook Live aussi, tu vois. Donc, globalement, oui, c'est la première chaîne de télévision, on pourrait dire, d'animateurs francophones. Sur Facebook Live, je lis un commentaire de Damien Douany qui dit on va parler de AT&T et Periscope, ça tombe bien, c'est assez sympa. Salut à tous ceux qui nous disent bonjour, salut à Pauline, salut à Steve, salut à Thomas. Et vous pouvez intervenir au fur et à mesure de la discussion. Alors AT&T va racheter a priori Time Warner, le géant américain des médias, pour aux environs de 85 milliards de dollars. On parle quand même d'une petite somme. Les forces en présence, AT&T, c'est 142 millions d'abonnés mobiles aux USA. C'est le premier diffuseur de télévision aux États-Unis, avec 26 millions d'abonnés devant Comcast. En face, Time Warner, je ne sais pas s'il faut encore présenter, HBO Film et New Line pour la production de contenu de films notamment et de séries, Sports Illustrated pour les magazines Fortune, HBO et CNN pour les chaînes de télé, Warner Bros, Cartoon Network et même Hulu en partie, 10% du capital. Bref, tout ça doit être quand même soumis à l'autorité de régulation américaine parce que ça fait quand même une concentration assez forte autour de ce rachat. Mais on est quand même dans une histoire qui est plus qu'une histoire de gros sous, 85 milliards de dollars, on est dans une histoire
data. Peut-être que Emmanuel peut nous dire un petit mot là-dessus. C'est vraiment au cœur de cette histoire. Tout le monde voit un peu midi à sa porte sur cette histoire, mais quand même, les data semblent être une idée générale. Oui, on est blasé par cette histoire à tel point que le marché, jusqu'à la dernière seconde, n'y croyait pas. C'est-à-dire que normalement, quand une boîte prévoit d'acheter une autre boîte et qui est en bourse, il y a un prix et le prix de la bourse flambe pour s'aligner sur le prix. Et ça ne s'est pas passé. C'est-à-dire que personne n'y croyait, ce qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est la deuxième fois que Time Warner achète. Les plus vieux se souviennent d'AOL. Donc la question, c'est ce type d'achat, il ne marche jamais d'habitude. C'est des espèces de conglomérats qui se créent du tuyau qui rachète les contenus. C'est une logique verticale, etc. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau qui ferait que le même type de deal maintenant marcherait alors qu'ils ont tous échoué sur les 20 dernières années, à peu près sur le même modèle. En France, on se souvient de Vivendi, AOL ayant déjà racheté Time Warner, c'est pas nouveau. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Et effectivement, parmi les hypothèses, du tuyau qui veut du contenu, tout le monde peut comprendre, sauf qu'en pratique, c'est pas si simple, parce que vous mettez le contenu, il n'est pas exclusif. Quand on dit du tuyau, c'est les opérateurs tels, hein, c'est Voilà, le telco. Bon, qu'est-ce qui change ? Ce qui change, c'est que là, maintenant, la plupart des gens, on est en train de rentrer dans un monde où c'est par Internet qu'on commence à regarder la télé, qu'on commence à regarder tous les contenus. C'est-à-dire que cet usage dépasse celui de la télé, du satellite, etc. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le shérif, c'est le telco. C'est ce qu'on appelle la diffusion over the top. Voilà, ça, diffusion c'était pas numérique. encore cette situation-là quand Vivendi avait fait à peu près le même type de deal Qui vendait de la il y a flotte quelques avant, années. il ne faut pas l'oublier. Voilà, avant d'être Donc, un média. ça, c'est nouveau. L'autre chose nouvelle, la data. C'est-à-dire que qui voit ce qui se passe à l'intérieur des tuyaux ? Qui est au-dessus de Google ? On dit Google contrôle tout. D'accord, qui est au-dessus de Google ? Ceux qui ont les tuyaux dans lesquels se glissent. Donc, l'autre donne qui est nouvelle, c'est ça. C'est-à-dire que le telco, dans un univers où tout ce qui est ciblage publicitaire, etc., va passer par la data et que la valeur, même les abonnements, etc., sont basés sur la capacité à cibler des usages des gens, etc., finalement, l'entité la plus haute qui contrôle, c'est le telco. Alors, c'est l'autre hypothèse. En tout cas, cette hypothèse-là, même si le marché a du mal à croire à ce deal, c'est ce qu'il y a de nouveau, en tout cas, qui n'existait pas il y a 15 ans. Bon, merci, on passe au sujet suivant. Damien de Bonny, sur la même question. La remarque d'Emmanuel est juste, c'est que finalement, on peut se demander, est-ce que c'est le modèle qui est mauvais ? Auquel cas, il y a des gens quand même qui se font refourguer depuis 20 ans les mêmes PowerPoint par les mêmes cabinets de consulting, soit les conditions n'étaient pas réunies. Et peut-être que c'est ça, finalement. À écouter Emmanuel, peut-être que c'était ça qui n'était pas réuni. Autrement dit, le fait de pouvoir traiter la data, le fait finalement de se dire maintenant il y a une vraie bascule des usages sur le fait que de plus en plus de gens regardent leur téléphone, enfin regardent sur leur téléphone, donc qui est quand même un élément clé pour AT&T, regardent sur leur téléphone de la vidéo et de la télévision. Donc il y a peut-être des éléments qui manquaient, qui devaient s'aligner et qui aujourd'hui sont peut-être présents. Il y a une idée qui est quand même la publicité derrière tout ça, parce qu'aujourd'hui il y a la publicité traditionnelle de la télévision qui est en train de faire tailler des croupières, et puis il y a la publicité sur le web dominée par Google et Facebook. Ce qu'on appelle l'over the top, en fait, quand il s'agit de diffusion de télévision. Et aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ce que tu disais, de la data. Et cette data, on la récupère quand on diffuse des chaînes importantes sur le web. Et c'est ce qui va se passer avec des grosses chaînes américaines de Time Warner, en fait. Donc, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est peut-être aussi pas forcément un rachat pour pouvoir, on va dire, mettre de l'exclusif dedans, mais c'est peut-être tout simplement une diversification. Alors, en voulant mettre beaucoup de digital dans un métier, dans des médias qui finalement n'étaient pas si digitalisés que ça. C'est peut-être l'apport de AT&T. Thomas Plessis nous dit le succès du deal AT&T et Time Warner repose seulement sur leur capacité à bien adapter les contenus aux nouveaux modes de diffusion et usage. Fabrice. Il y a une troisième dimension au problème qui peut aussi évoluer dans les années qui viennent, qui est la neutralité du net. Si la neutralité du net venait à être abandonnée, ce qui est une possibilité, on va dire, assez forte, dans ce cas-là, posséder les tuyaux et les contenus permet, avec les tuyaux, de donner un avantage à ces contenus, sans même la moindre exclusivité. Et ça, c'est extrêmement tentant quand on possède les deux. Ça aurait été d'ailleurs une raison pour mettre en place une régulation interdisant ce type de rapprochement. Il y a d'autres législations qui interdisent certains types de rapprochements. Ça n'a pas été fait. Et là, derrière cette méga fusion, on peut quand même craindre de très lourdes menaces sur la neutralité du net. Surtout quand Même on voit si aux États-Unis, officiellement, on se défend au niveau des institutions de la possibilité de ça. On dit qu'on va vérifier le personne deal. n'est dupe des bonnes paroles des politiques américains. S'il y a un truc qui s'est effondré ces dernières semaines, c'est bien la crédibilité de la parole publique ça des fait politiques plusieurs américains. semaines, oui. Ça qu'on puisse dire, Donc, oui. ce qu'il raconte n'a pas la moindre valeur. C'est tout aussi crédible que mon ennemi, c'est le monde de la finance. Là-dessus, on sait qu'il s'est négocié préalablement à ce deal dans l'administration américaine
des évolutions législatives. C'est évident. Reste à voir si elles vont être mises en pratique ou si, parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment une vraie sensibilité du grand public sur la neutralité du net, si l'administration va reculer face à une levée de bouclier de la population. Justement, Laurent, on parlait de cette neutralité du net juste avant le démarrage de cette émission en parlant de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, je pense que c'est un signal très fort qui arrive en ce moment via la mise sur la table de cette fusion. C'est-à-dire que clairement, les Américains positionnent le débat non pas sur la neutralité du web, mais sur la réglementation, la régulation de la concurrence. Donc, on a fait un pas en avant là. On a fait un pas en avant dans la mise en danger, parce que je rejoins Fabrice, de la neutralité du web. Donc ça veut dire que ça peut sauter le verrou de la neutralité, pourrait sauter on vraiment. a passé un cap là. Vraiment sur mobile. Le verrou de la data, finalement, il y a 15 ans qu'on a eu le rapprochement à OL Time Warner. Officiellement, ça n'existait pas, l'assurance de data, et techniquement, on était encore très loin de ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, AT&T, c'est un adjoint zélé de la NSA, et donc ils ont cette data. Effectivement, on peut faire beaucoup de choses, pas juste surveiller des populations. On peut faire du ciblage, on peut faire énormément de choses avec cette data, et ça peut être mis à l'usage d'un média. Il ne faut pas oublier que la technologie cœur de surveillance de masse, qui est le Deep Packet Inspection, à l'origine, ça a été fait pour faire du ciblage publicitaire. Et ça a été expérimenté dans les tout premiers temps pour faire du ciblage publicitaire. La surveillance de masse était un marché accessoire de cette technologie qui s'est finalement développée de façon Il y a des articles en ce moment qui parlent notamment d'hémisphère, qui est un peu la technologie qui permet à la police américaine d'aller se servir allègrement, tranquillement dans toutes les... accès. C'est pas une technologie de récupération de la data. Dans les données de AT&T, alors là c'est à open bar total apparemment, AT&T. Oui, les grands fournisseurs de connectivité Internet sont des fournisseurs de données pour les différents services de renseignement et de police, partout dans le monde. Laure, je t'ai coupé tout à l'heure. J'allais revenir justement sur ce sujet-là. Ouais. Et la troisième chose, c'est que les tuyaux aujourd'hui, ils donnent l'impression de vouloir devenir non plus des tuyaux, mais des artères vitales. À savoir que d'abord, ils ont besoin de contrer les stratégies hyper offensives des NATO, mais surtout, ils sont en train d'essayer de copier le modèle hégémonique des GAFAM. Et voilà, on en déduit ce qu'on veut. Ça donne, il faut une petite explication sur les acronymes là, parce que... NATO, c'est Netflix, Uber, Tesla, et le dernier... Qui est le dernier? Voilà. Et dans les GAFAM maintenant, c'était GAFAM. C'est GAFAM, puisqu'on rajoute. Le terme GAFA a été mis en place par Microsoft. C'est pour ça qu'il n'y a pas Microsoft dans GAFA. Mais la réalité, c'est que c'est GAFAM. Ouais, mais c'est une très belle action de lobbying de Microsoft. Microsoft qui vient de vivre une belle semaine. Là. Ils ont mis 2 claques coup sur coup en téléphonie, en ordinateur à Apple face à d'autres sujets. Mais bon, voilà. Ils ont vraiment fait assez fort. Sur ce sujet-là, alors il y a déjà DirecTV, je veux le rappeler quand même, qui avait été racheté en 2015 par AT&T pour la bagatelle de 48,5 milliards de dollars. Et DirecTV, c'est ce qui permet d'amener des contenus, de faire de la diff. Donc il y a quand même une idée derrière la tête de tous ces braves gens. Il faut savoir aussi que l'année d'avant, AT&T avait refusé une offre de Rupert Murdoch qui voulait racheter pour 80 milliards de dollars. Ils avaient dit non. Alors, il y a peut-être aussi une évolution du modèle américain. À la différence de la France rentre par le tuyau de l'Internet dans lequel on a mis de la télé. Enfin, la box initiale, free, c'était vous avez de l'Internet à 19 et des brouettes, et puis vous avez dedans de la télévision, c'était cadeau. Le modèle américain, il est inverse. Il est principalement marqué par les câbles opérateurs. Donc en gros, d'abord on prend un truc chez un câbleau, et après on a éventuellement de l'Internet dessus qui en plus coûte une blinde. Anthony nous dit la data et leur pétrole. On est bien d'accord, le pétrole de tout le monde. Qui régulera la pompe? Quelle réponse attendre des GAFA? En clair, comment Google, Facebook, qui aujourd'hui sont les rois du pétrole, des données et de la publicité sur le web, vont réagir à ce genre de choses? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire très concrètement? Qu'est-ce qui gère l'OPEP dans la vraie vie? C'est un peu pareil. Qu'est-ce qui gère les GAFA? D'un point de vue législatif, en Europe, on a ce Privacy Shield qui est un rebricolage du précédent bouclier censé protéger la privacy des citoyens européens qui est totalement bidon. Je pense qu'il n'y a pas un seul expert dans le secteur qui pense que le Privacy Shield est réel. On a un mouvement de délocalisation des data centers, notamment d'Amazon, Google, de façon à être localisés sur le territoire européen, qui est totalement idiot, parce que la réalité, c'est qu'ils sont soumis aux lois américaines, que leurs data centers soient en Europe ou aux États-Unis, et donc ils sont tenus de fournir de la data aux autorités américaines. Donc c'est vraiment un écran de fumée basé sur une loi dont on sait tous qu'elle est assez précaire, vu qu'elle est pensée de toute façon pour être révisée de façon cyclique. À partir de là, il n'y a pas de régulation réelle, vu qu'à partir du moment où les datas sont arrivées aux États-Unis,
on a depuis Snowden une vision assez claire de l'absence absolue de Donc, régulation. quelle réponse attendre des GAFA? Aucune. La guerre. On est dans une guerre économique. C'est le plus fort qui va l'emporter sur ce domaine-là. Et on va conclure sur cette belle conclusion, d'autant que c'est la mienne en plus, sur ce sujet-là, parce qu'on est vraiment en retard sur le sujet suivant de ce grand débat du web. On parle de Periscope Producer, qui vient juste d'apparaître de façon un petit peu officielle, qui peut gagner la bataille de la vidéo live pro entre Facebook Live, sur lequel on se trouve en ce moment, et Periscope Producer, qui permet maintenant de balancer dans un flux Periscope, donc sur Twitter également, à peu près tout ce qu'on veut. On peut prendre tout ce qui filme au monde. C'était déjà le cas avec une GoPro, c'était déjà le cas avec un drone depuis quelques mois, mais maintenant, n'importe quelle caméra, n'importe quel camion régie peut balancer. C'est ce qu'a fait notamment, on a des images d'ailleurs, Vuitton, qui est cité même en exemple par le CEO de Periscope comme étant la première marque qui s'est emparée du truc. Multicaméra et un truc balancé en direct, un défilé en direct. Ça, c'est des images qui ont été envoyées en direct en multicaméra via un flux Periscope. Autant dire qu'aujourd'hui, on vient d'exploser complètement l'idée qu'on pouvait faire de la vidéo uniquement via un téléphone. Ça change quoi pour Wiscope TV, par exemple, Damien ? Juste pour 8 ans, petit pied de nez, ils ont fait ça en direct sur Periscope, en utilisant les outils qui n'étaient pas encore sortis. Ah ouais. Et ensuite, ils ont une demi-heure après mis la vidéo enregistrée sur Facebook Live. Ah ouais. Et d'ailleurs, les Petit gens en malin. commentaire ont dit « mais c'est fini depuis une demi-heure sur Twitter ». Donc, bon, on voit un peu qu'il y avait peut-être une exclue du côté, certainement une exclue côté Twitter Periscope. Est-ce que qu'est-ce c'était ça- vraiment du live ? C'était a priori du live. Ouais, Tout parce au moins qu'on- sur Parce Periscope, qu'on oui, peut c'en est très bien ne pas faire du live sur un truc comme ça. complètement. Mais c'en était a priori, si, sur Periscope, ça correspondait aux horaires de diffusion du défilé. Donc ça c'était bon. Qu'est-ce que ça change pour Wiscope ? Pour nous, ça va nous permettre puisque donc Wiscope est une chaîne francophone d'animateurs, donc en fait on essaie de refaire une sorte de grille de programme. Ça change le fait qu'on va pouvoir professionnaliser. On a déjà commencé, puisqu'on a des émissions tous les jours. Déjà hier soir, par exemple, l'émission d'hier soir qui était un quiz sur le cinéma, eh ben, on peut rendre ça plus pro. Autrement dit, on peut diffuser des extraits de films, on peut mettre un petit logo en bas à droite, c'est tout de suite plus classe. Ça permet de... On peut faire exactement ce qui se passe dans ce studio, multicaméra, et on Complètement. diffuse sur un flux. En Donc live. ça permet Voilà. déjà, même pour une seule personne chez elle avec son iPad, déjà d'avoir un début de réalisation un peu propre. Et bien sûr, si on y met les moyens, d'avoir quelque chose qui ressemble à des choses comme ça. Oui, parce qu'il y a une espèce de petite régie possible. Exactement. On choisit un peu ses contenus. Alors c'est sommaire, mais on peut quand même balancer des contenus de différentes sources en fait. Voilà, à partir du moment où c'est compatible avec l'outil Periscope Producer qui utilise pour faire simple, des protocoles qui sont standards et qui sont utilisés par Facebook Live aussi et par YouTube Live aussi, concrètement, on peut injecter tout et n'importe quoi. Donc après, en fonction de qui on est seul devant son iPad ou on a une régie derrière avec des gens qui ont branché tous les appareils qui vont bien. En fonction, on a une question d'échelle, mais globalement, ça permet de faire quelque chose de propre. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe derrière ? Parce que c'est bien de faire du live, mais il faut aussi trouver une audience. Est-ce qu'on trouve plus facilement une audience via Facebook Live ou est-ce qu'on va trouver plus facilement une audience via Periscope, donc Twitter? Alors, Ça, c'est une ce qui est vraie intéressant question. à regarder, c'est la lecture de la stratégie qu'a Periscope. Alors Periscope vit sa vie par rapport à Twitter. En gros, Twitter les a rachetés, mais ils continuent à vivre leur vie de leur côté, leurs équipes sont séparées, etc. Et Periscope a lancé parallèlement à ça un programme qu'ils ont appelé VIP. Alors, rien d'extraordinaire, si ce n'est que c'est révélateur. En fait, autrement dit, l'idée, c'est d'avoir une relation à la communauté très très proche, avec une volonté d'être... Donc le programme VIP, il y a 3 niveaux, en fonction du nombre d'émissions que vous faites, de gens qui vous regardent, etc. Et après, vous allez avoir la possibilité d'être très proche de l'équipe. Quand je dis proche de l'équipe, c'est que vous allez faire partie d'un groupe privé Slack dans lequel vous allez pouvoir parler directement aux développeurs, parler à l'équipe de développement, produit, etc., qui va échanger avec vous, tout ça. Donc en fait, ils ont une stratégie communautaire qui est non sans rappeler celle de YouTube il y a 10 ans, qui était, on s'appuie sur du user-generated content, dans des gens qui font des contenus. À la différence de Facebook, bon, vous pouvez leur parler, Facebook, pendant des années, ils ne vous répondront pas. Par contre, si vous êtes une marque, là, ils vont vous écouter. Donc on voit un champ là, qui est en train de se séparer, qui va gagner, c'est la bonne question, mais on voit vraiment quand même la différence de philosophie de chaque outil. Bon, qui va l'utiliser ? Tout le monde, monsieur tout le monde peut l'utiliser, et puis évidemment les entreprises, et c'est a priori là que Periscope Producer veut capter le marché. C'est intéressant pour une entreprise, Laure, de se lancer dans cette course au live, qui finalement, puisque chaque entreprise, chaque boîte devient un média, va devenir un peu nécessaire. Alors, je vais être honnête, je n'ai pas encore utilisé la bête. Ouais. Maintenant, Personne ne l'a vraiment utilisé encore, c'est encore en Ouais, phase de même- test en France. Même Facebook, en fait. Donc, Ouais. l'intérêt de Facebook, c'est que sur Periscope, il y a une démarche d'intention, là où Facebook, ça balance directement sur les fils. C'est beaucoup plus gérable, beaucoup plus rapidement en termes d'acquisition pour une marque.
Et puis après, il y a une donnée essentielle, c'est que si les deux ils se partagent le marché, il y en a un qui a 1,2 milliard d'utilisateurs. Oui, 7 Voilà. même. Donc, Hein, comme 1,7. le dirait très justement... Contre 300 millions d'un autre côté. Voilà, mon ami Marie-Amélie Frère, Girls in Web, Facebook 1, Periscope 0. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que je pense que sur la question de la diffusion, Facebook part avec un avantage certain, d'autant qu'on l'a toujours dit, la capacité virale de Twitter est mauvaise, globalement mauvaise, sauf dans certains cas exceptionnels, d'actualité et tout ça. Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Ils sont en train d'aligner les planètes, tous, pas pour que des gens ou des entreprises puissent diffuser des vidéos, c'est pas ça le marché. Vous vous souvenez de l'émission qu'on a fait il y a 2-3 numéros, on est des médias, on est des médias. Ils sont tous en train de dire on est des médias, on n'est plus des outils de chat et de discussion, on est des médias. Là, ils sont en train de dire on est la nouvelle télévision, c'est-à-dire qu'ils viennent juste de donner les conditions techniques pour faire de la télévision. Ce qui veut dire qu'ils sont en train de s'attaquer au marché publicitaire de la télévision, point. C'est-à-dire qu'après, derrière, il y a la possibilité technique de diffuser un match de foot, ça sera une discussion d'achat de droits classique, et en ligne de mire, c'est le marché publicitaire de la télévision, qui est le dernier truc un peu encore intouchable, intouché, et sur lesquels c'est une question de vie et de mort pour Twitter. C'est du gras plutôt pour Facebook. Mais la question, c'est de dire, nous sommes les nouveaux médias, on a l'audience, on va donc être capable, vous faites une émission, on va garantir 100 000 personnes, 10 millions de personnes devant cette Donc ça émission. veut dire un gros match de foot, un gros événement. En clair, tout ce qui passe à la télé de façon régulière, on va le passer dans ces tuyaux-là à destination des millennials qui ne foutent plus le nez devant la télévision. Il y a ça aussi. Récupérer la manne publicitaire des jeunes qui aujourd'hui ne sont plus devant la télé traditionnelle. C'est ça l'idée. Hein. De surcroît, Facebook, ils ont la capacité de modifier le mode de consommation. Quand ils disent, on prédit que les fils d'actualité seront uniquement remplis de vidéos d'ici peu, il faut faire attention, parce qu'avec eux, on est à deux doigts du truc sociétal, quoi. Tu vois. Ah, on n'est pas à deux doigts, on est en plein dedans. Pour terminer sur le truc sociétal, je pense que c'est clair qu'aujourd'hui, Facebook a un impact sur nos sociétés, sur leur reformation, et chaque société prend Facebook de façon très différente. Hein. Ça dépend vraiment des configurations dans chaque pays et chaque culture, mais Facebook a un impact énorme. Après, le virage de Facebook vers de la vidéo, effectivement, c'est clair qu'ils cherchent à bouffer le gâteau de la télévision. De toute façon, le gâteau de la télévision, il va mourir après avec les téléspectateurs de la télévision, qui sont très âgés. Je me souviens. Ça fait 3 ans que tu dis ça. Bah, ils ont Non, encore mais, 3 ans après, à vivre. en 3 ans, si tu veux, tu n'as pas une génération qui disparaît. Hein. Mais l'âge moyen du téléspectateur du JT de France Télévisions, il me semble qu'il Ah oui, avait mais là, dépassé pour la les exemples 60. extrêmes, on s'en sort plus Non, non mais plus. c'est un exemple extrême. Mais l'âge moyen du téléspectateur du JT de France Télévisions approche année après année, l'âge et d'espérance de vie en France. Donc forcément, il y a un moment, ça a basculé. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce qu'on vient de dire là dans la deuxième partie de cette émission, c'est la réponse à la première d'une certaine façon? Que vont faire les GAFAM? Ils vont faire ça. Ils vont capter en live tout ce qui est d'ordre événementiel. Demain, peut-être d'autres contenus qui ne seront plus live. Et ils vont les balancer dans les nouveaux tuyaux comme ça. Est-ce que c'est ça l'idée? Oui, c'est l'idée, ouais. alors, sauf que les programmes qui arrivent, on est en train. Là, revenons sur les questions techniques. On parle de la 4K, c'est déjà existant. On parle de la 5K, c'est-à-dire que d'un point de vue de qualité de restitution d'images, etc., jusqu'à présent, c'était de la gnognotte. C'est-à-dire que là, on va commencer à les remplir, les tuyaux. C'est pour ça que les exigences de qualité, peut-être des téléspectateurs, etc., en termes techniques, font que sur la durée, sur le long terme, la bascule va du côté des telcos, parce que c'est eux qui vont décider de ce qui passe dans le tuyau, de ce qui ne passe pas. Souvenons-nous du MP3 quand même, qualité pourrie par rapport à ce qui existait auparavant, ne serait-ce que c'est des audios qui n'est pas non plus la panacée. Il y a une dégradation claire et nette pour peu qu'on ait le bon matériel audio de qualité. Et malgré tout, il y a eu un basculement massif du marché. On est passé de la génération de mes parents qui avaient la chaîne IFI qui allait bien, les baffles qui étaient en fonction, à on a des baffles pourris, on balance du MP3 et tout le monde se contente d'une qualité finalement très médiocre par rapport à la génération précédente. Donc pour beaucoup de programmes, pas tous, pas Star Wars, c'est clair que Star Wars en 4K, ça aura un intérêt. Mais pour beaucoup de programmes, la 4K, la 2K n'a pas finalement un intérêt suffisant pour compenser le fait que tout d'un coup on peut le consommer en mobilité. Oui, mais on peut le consommer. 10 secondes de conclusion. Si tu gères les réseaux, tu peux arriver à doser, et puis à partir, effectivement, tu ne vas pas forcément passer de la 4K là-dessus. Donc tu auras la capacité d'adapter les contenus au Un JT, tu n'as pas besoin de 4K pour un JT. Un film, Exactement. oui. Mais un JT, non. Merci
d'avoir participé à ces 2 débats. On termine par un plus 1, moins 1, très très rapidement. Laure, par exemple, un petit plus 1. Le Launchpad d'Amazon. Le Launchpad, c'est le programme de lancement, pour les startups mis en place par Amazon très récemment, qui est factuel, contrairement à beaucoup d'autres programmes, et qui a un vrai levier. Les produits fabriqués par des startups mis en avant sur la homepage d'Amazon, en fait. Directement sur Amazon. Ce qui est quand même un levier incroyable pour les entreprises. Là, tout d'un coup, on arrive avec une proposition C'est qui sûr est que factuelle. si on fait un petit Kickstarter pour le financement et que derrière on a la home d'Amazon, tout d'un coup on peut changer la donne assez rapidement sur un marché. Amazon est ce qu'il est, mais en attendant, là pour le coup, franchement, bravo. Merci pour ce plus 1. Vous gardez les autres pour d'autres émissions. Merci Laure, merci Damien, merci Emmanuel, merci Fabrice, merci à vous tous qui étiez en direct sur Facebook Live pour l'enregistrement de cette émission qui va être évidemment disponible sous forme traditionnelle dès 24 heures après ce live, sur Demain, sur Digital Business News, sur plein d'autres endroits. Vous pouvez toujours utiliser le hashtag LGDW. Salut à tous et à la semaine prochaine.